François-Michel Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts pour les Bouches-du-Rhône. Et vous êtes président de l'Institut de l'économie circulaire. Voilà. Donc on va parler un petit peu, si vous voulez bien, de l'économie circulaire, Oui. qui est une proposition et une perspective de nouvelle société, on peut dire. En tout cas, une révolution à l'intérieur du système qui permettrait d'arranger certaines choses. En 2013, il aura fallu 232 jours aux habitants de la Terre pour qu'ils consomment plus de ressources naturelles que la planète ne peut en produire en une année. On comprend bien donc qu'il y a une urgence, qu'il faut passer de la société du jetable à la société du durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'économie circulaire et ce qu'elle propose ? Tout à fait. L'économie circulaire, on y reviendra un peu, mais c'est l'économie du bon sens et celle qui a prévalu pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la révolution industrielle. Depuis la révolution industrielle, nous sommes dans une économie dite linéaire. Je prélève en grande quantité des ressources naturelles, non renouvelables très souvent. Je les transforme, je les consomme, je les jette. Je les prélève, je transforme, je consomme, je jette. Mais le stock ne se renouvelle pas, comme il vient d'être dit. Dès le 20 août cette année, nous étions arrivés au bout de la capacité de renouvellement de la planète. C'est pas tenable. Dans quelques années, ça sera même plus au mois d'août, ça sera au mois de juillet. Et puis, d'année en année, d'ailleurs, la date est de plus en plus tôt. Exactement. D'année en année, la date est de plus en plus tôt. Il y a aussi des réalités physiques. Le tébrium, un élément chimique Tb, a disparu de notre planète d'un point de vue économique, d'un point de vue minier. Il reste évidemment des traces de tébrium, mais il n'y en a plus. Pour une exploitation, on voit qu'on commence déjà à atteindre les limites de notre planète. D'autres matières premières vont disparaître d'ici 15 à 20 ans. Et non des moindres. Le zinc, le cuivre, ça pose vraiment une question sur notre propre capacité à répondre aux besoins de demain. Donc il faut revenir à ce que je disais, à du bon sens. L'économie circulaire place la préservation des ressources, l'utilisation optimum des ressources au cœur du développement. Réussir à améliorer encore notre niveau de vie, à faire en sorte que plus de personnes sur cette planète accèdent à notre niveau de vie, mais en stoppant la corrélation entre surconsommation de ressources qui disparaissent et croissance du niveau de vie. On ne doit absolument pas parler d'obscurantisme, de nécessité à revenir à un monde ancien où finalement les réponses à nos besoins naturels n'étaient pas pleinement satisfaites. On a tout à fait la capacité à répondre aux besoins d'une planète à 9 ou 10 milliards d'habitants si on fonde notre modèle autrement. Et c'est bien le sens de l'économie circulaire où on est dans une pensée de la préservation de la ressource. Je fais d'ailleurs une parenthèse. Quand on atteint ce niveau de réflexion en disant chaque fois que je suis face à une ressource que je la considère comme rare, comme précieuse, et que je mets tout en œuvre pour satisfaire mon besoin, mais je préserve cette ressource, on n'est pas forcément que sur des ressources naturelles au sens premier. Certains déjà appliquent l'économie circulaire sur le foncier. Dans des espaces où le foncier est rare, eh bien, comment repenser l'utilisation du foncier dans une logique de préservation et de haut niveau d'utilisation de ce foncier. Quand on a commencé à parler de recyclage, on pensait que c'était la solution miracle. On se rend compte maintenant qu'il n'est pas tout de recycler. Il faut aussi penser en amont à produire moins de déchets. Donc, l'économie circulaire semble être plus un travail sur les causes, sur les racines de l'hémorragie de déchets. C'est aussi une incitation envers les entreprises à adopter des comportements responsables. Comme vous parliez de bon sens, effectivement, on se demande comment on peut au XXIe siècle, en 2013, en être à produire de cette façon-là, avec après moi le déluge, quoi. Comme vous le disiez, il y a nécessité à aborder différemment le modèle et à penser que tout est opportunité. Et le blocage aujourd'hui, il est plutôt sur le fait, notamment dans nos pays occidentaux, d'avoir un modèle de très forte croissance économique, de très forte élévation du niveau de vie, fondé sur l'économie linéaire. Donc le gaspillage
fait partie inhérente du process. Et législation, réglementation, culture, gouvernance, comptabilité, on y reviendra, on en reparlera, sont les carcans qui amènent que le chef d'entreprise le plus engagé qui soit se retrouve dans un carcan qui lui permet de corriger à la marge, mais pas de refonder pleinement son entreprise. Il y a évidemment des exemples, etc. Mais dans la très grande majorité, c'est difficile. Donc c'est là aussi que nous avons des responsabilités, c'est-à-dire en donnant un autre cadre pour que chacun et chacune puisse changer son modèle de développement, parce que chacun et chacune est un citoyen et qui veut tout à la fois répondre aux enjeux du jour et préserver le futur pour ses enfants. L'économie circulaire, l'ADEME en a fait une définition fort intéressante en ce mois d'avril 2013, sur lequel on peut déjà avoir une bonne référence. Même si, par ailleurs, on a encore besoin tous de le valider collectivement, partons de celle-ci. Celle-ci dit, première étape, éco-concevoir. Pourquoi je vais créer un produit? Comment je vais le commercialiser? Comment je vais le faire durer dans le temps? Comment à la fin je vais récupérer les ressources, la matière première? Première étape. La deuxième, mais est-ce que je dois acheter ce produit ou est-ce que je n'ai besoin que de l'usage? Donc économie de la fonctionnalité. Très important, hein, les hiérarchies des étapes à l'ADEME. L'économie de la fonctionnalité, c'est être en rupture avec cette hyper-consommation que nous avons depuis 30-40 ans où si j'ai un besoin, j'achète le produit qui répond aux besoins et non pas le service qui répond aux besoins. Pour être plus clair, aujourd'hui dans des milieux urbains, acheter une voiture devient de moins en moins cohérent. Par contre, payer un Autolib, un service de déplacement, ça devient vraiment bien plus concret. Et l'idée est que l'impact sur la ressource est à différents niveaux. C'est d'abord, on mobilise 1 tonne de matière pour se déplacer. Quand vous l'achetez, vous faites 2 heures par jour, c'est le bout du monde, donc vous avez mobilisé 1 tonne de matière pour l'utiliser 2 heures par jour. Quand vous êtes en autopartage, Autolib ou autre modèle, c'est 4, 6, 8, 10 heures par jour. Donc on voit bien qu'on rentabilise la matière mobilisée bien plus, mais c'est aussi le fait qu'elle appartient à un professionnel qui saura récupérer cette voiture, cette tonne de matière, la déconstruire, on va arriver à l'étape suivante, la réparer, la réutiliser ou la recycler. Bien plus que moi particulier qui ne suis pas professionnel. Donc l'économie de la fonctionnalité est vraiment un facteur, un vecteur très fort pour aller vers cette économie circulaire, mais pas que. Après, l'ADEME dit, dans le champ industriel, vous avez l'écologie industrielle, cette capacité sur un même espace, sur un territoire, une zone d'activité économique, d'interférer les flux des uns avec les autres. Dans l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. C'est très connu au niveau de la calorie. Quand il y en a un qui a trop de chaleur, il trouve un acteur à côté qui récupère cette chaleur dans son process industriel, mais ça va beaucoup plus loin. Et il y a des process extrêmement complexes qui mettent du temps, comme dans la nature, on a des systèmes de symbiose qui se mettent sur le temps en interférence, et bien de plus en plus. Et ça devient des systèmes très robustes à la mondialisation, puisqu'ils se protègent les uns les autres par ces échanges des impacts extérieurs. Après, l'ADEME, pour aller vite, parle de réutilisation, réemploi. La petite nuance entre l'un et l'autre, la réutilisation, c'est qu'on reprend le produit et on le confie à quelqu'un d'autre. Le réemploi, c'est on le déstructure et on prend des pièces de ce produit pour les réinjecter par ailleurs. Prenons un vêtement, quand mon vêtement j'en veux plus, je peux le confier à quelqu'un d'autre qui le portera. Mais on peut aussi récupérer la matière, les tissus, pour être utilisé en essuyage dans la mécanique. Et puis le vêtement, si je ne sais pas quoi faire, il reste la dernière étape qui est le recyclage matière. C'est-à-dire on broie le vêtement et il devient par exemple un isolant ou il est réinjecté dans un process autre où il redevient fil pour redevenir un autre vêtement. Mais avant, je n'ai pas oublié la réparation. C'est-à-dire que quand j'ai eu un accroc, plutôt que de le jeter,
j'ai réparé mon vêtement. Et donc on voit réparation, réutilisation, réemploi, et à la fin, tout à la fin, recyclage matière. Et la boucle est bouclée. Il y a une autre dimension, c'est aussi un changement de comportement, une éducation. Vous aurez entendu qu'à aucun moment j'ai parlé de déchets. Dès que quelqu'un introduit dans sa pensée le mot déchet, il dévalorise la matière. Un peu, elle est effondrée. Effondrée, on a l'impression d'un effort pour la remettre à un niveau. Non, il faut toujours être face à la matière et la considérer comme étant un potentiel important et chercher les solutions. Alors, quels sont les exemples concrets, les entreprises qui appliquent le concept d'économie circulaire? Je prends des entreprises que je n'ai pas rencontrées, mais dont j'ai constaté ce qu'ils font. En téléphonie, ils ne vous vendent plus le portable. Ils vous confient un portable, vous avez un engagement à 20 € par mois, sans limitation, sans obligation dans le temps. Vous pouvez à tout moment arrêter, mais vous rendez le portable, qui sera reconditionné si nécessaire, et reconfié à un autre, et ainsi de suite. Quand on sait qu'un portable a une durée de vie un mobile de 7 ans, et que le renouvellement est de 18 mois, on voit bien le hiatus qu'il y a entre la durée de vie d'un portable et sa péremption rapide. S'il est récupéré par un professionnel et que ce professionnel le réinjecte, on voit qu'on arrive à augmenter l'utilisation. Et puis après, il y a des entreprises qui sont sur la réparation ou la réutilisation de composants. Chacun trouvera. Hier, j'ai visité une entreprise sur les palettes. C'était en 20 ans, c'était plus de 7 millions de palettes collectées, 6,2 millions, pardonnez-moi si je me trompe de quelques centaines de milliers, réinjectées. Soit elles étaient conformes, soit elles nécessitaient une reprise, une retouche, et réinjectées. Donc ça fait autant de ressources bois qui sont utilisées au mieux. Et ceux qui ne pouvaient pas réinjecter, ils le broyaient pour en refaire de l'aggloméré ou pour devenir du bois énergie. Ça fait 20 ans qu'ils font ça, ça fait 20 ans qu'ils font de l'économie circulaire et qu'il y a un modèle économique là-dessus. Mais malheureusement, le carcan dans lequel nous sommes ne nous permet pas autant d'initiatives pour aller de l'avant. Ce que j'aime bien dire, c'est que tout est à inventer. C'est-à-dire que sans cesse, je découvre, j'apprends, et ça, quand on est dans l'apprentissage, c'est quand même très valorisant. On voit qu'il faut inventer sur la technologie, on voit qu'il faut un autre schéma organisationnel, et la comptabilité d'entreprise. Comment vous voulez différencier deux entreprises entre une qui est dans un modèle ancien, appuyé sur les ressources non renouvelables, mais certes peut-être pas chères aujourd'hui, mais qui va dans le mur, et une qui a un process peut-être un petit peu plus coûteux, mais qui se protège de son avenir. J'ai vu aux Pays-Bas qu'une entreprise qui avait ce modèle très vertueux, son plus grand problème, c'était de valoriser son entreprise, et la banque a mis 3 ans à trouver un modèle. Il y a aussi nécessité de changer la fiscalité, j'en ai parlé. Il y a aussi une nécessité de gouverner différemment. Le côté très silo, chacun dans son bocal de verre et on ne se rend compte pas, doit disparaître. On doit être dans une coopération territoriale, tous les acteurs, sur un projet, parfois de quelques mois, de quelques années, ou plus en profondeur, sur le développement même du territoire. Il y a de nouvelles formes d'éducation à mettre en œuvre. Il y a ce que je ne sais pas et que chacun et chacune va apporter à sa pierre. Voilà, merci. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.